Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Tu devrais bosser ton Tocqueville un peu mieux, tu vois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, créées par la loi de 2010, début 2014, les communes nouvelles n'étaient encore que 18, 13 se créant au cours de l'année 2014, puis, stimulées par la loi de mars 2015, les créations se multiplient, 317 en 2015, 200 en 2016, avant de retomber 37 seulement en 2017. S'il fallait une confirmation que ces fusions de communes sont largement les sous-produits de la loi NOTRe et des restrictions budgétaires imposées avec, ces chiffres suffiraient à le prouver. L'analyse des schémas départementaux de la coopération intercommunale au 31-12-2016 montre qu'un peu plus de 70% des communes nouvelles apparues regroupent 2 ou 3 communes seulement, l'essentiel touchant des communes très proches géographiquement, habituées à travailler ensemble et à mutualiser leurs moyens. Rien donc de naturel dans ces cas-là, d'autant que les gains financiers de l'opération n'étaient pas négligeables. Les entretiens que nous avons eus dans le cadre de la mission de suivi des réformes territoriales, présidée par Mathieu Darnaud, s'agissant des fusions de plus de 3 communes, 2 catégories de motivation sont principalement invoquées, financières et identitaires. Les avantages financiers à la création des communes nouvelles ne sont pas négligeables, puisque celles qui sont créées avant le 1er janvier 2016 bénéficiaient du gel de la baisse de leur dotation pendant 3 ans, une dotation majorée de 5% quand leur taille est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants. Discrimination un peu curieuse, puisque, en principe, il faut favoriser la réunion des petites communes. Là, c'est l'inverse. Les fusions sont ainsi parfois le moyen de remplacer un EPCI qui, bien que répondant aux besoins de ses membres, est appelé à disparaître dans la nouvelle intercommunalité, sans qu'on sache qui assurera la compétence. Au final, se regrouper dans une commune nouvelle est apparu comme le moyen de continuer à assurer collectivement le service public. À cette motivation s'est parfois ajouté le désir de peser plus dans la nouvelle intercommunalité, voire au sein des nouvelles grandes régions. Arithmétique d'ailleurs discutable, dans la mesure où la somme des sièges accordés à un ensemble de petites communes est très généralement supérieure au nombre de sièges dont elles disposaient non rassemblés. Au final donc, les fusions de communes deviennent un moyen de se protéger des effets pervers de réformes imposées. Si l'initiative de ces créations revient généralement aux maires des communes-centres, un hasard, il ne faut pas oublier ce point, elle est assez bien reçue des autres élus. Une lecture rapide de la loi, les exégèses préfectorales à l'occasion, quand ça les arrange, leur donnant parfois l'illusion de gagner sur les 2 tableaux, les avantages de la fusion et la conservation de leur commune. Comme si l'existence et le fonctionnement des communes déléguées, selon les modalités transitoires autorisées par la loi de 2015, devaient se perpétuer au-delà du renouvellement des conseils municipaux. Comme si le maire délégué continuait à représenter une commune fusionnée. Cette confusion des sentiments et des intérêts montre l'ambiguïté, pour ne pas dire les illusions, d'un certain nombre d'élus engagés dans la création de communes nouvelles. Séduits par la formule, ils veulent croire que les anciennes communes continueront à exister au sein de la commune nouvelle, sous une forme un peu particulière, il est vrai, mais à exister. C'est en tout cas le sentiment qu'on a eu. Ainsi, la réalité démentant cet espoir, va-t-on voir se multiplier les propositions de loi visant à créer d'autres règles dérogatoires durant la période de transition, possibilité de disposer de plus de délégués pour les élections sénatoriales que n'en disposait une commune de la strate démographique correspondante à celle de la commune nouvelle, conservation dans les communes nouvelles uniquement des communes de moins de 1 000 habitants de la désignation des adjoints au scrutin uninominal, dispense du versement aux maires des adjoints délégués d'indemnités pleines. Ce dont nous débattons aujourd'hui en est la forme la plus achevée, mais je ne doute pas qu'il y en aura d'autres avant 2020. Certaines ne manquant pas de demander la pérennisation de dispositions initialement transitoires. On peut comprendre ces propositions qui, pour la plupart, visent à améliorer le fonctionnement de dispositifs défensifs contre les effets pervers
des réformes imposées par des idéologues de bureau. On peut admettre les complications législatives et réglementaires qui en résulteront. Ce ne seraient pas les premières. À la rigueur, on peut oublier que les avantages financiers ainsi acquis sont payés par d'autres. Mais on ne saurait pérenniser ces avantages et encore moins oublier l'essentiel, que l'opération de promotion des communes nouvelles, comme la transformation de l'intercommunalité en reposoir de communes, vise d'abord la suppression du plus grand nombre des dites communes. Je revois encore, comme si c'était hier, le visage épanoui de Jean-Michel Baillet, alors ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales du gouvernement Valls, à la tribune du Sénat, livrant les enseignements des schémas départementaux intercommunaux issus de la loi NOTRe. Le nombre des EPCI à fiscalité propre avait baissé de 40 %. Et surtout, la France comptait désormais moins de 36 000 communes, 35 498. Ainsi, paraît-il, va la modernisation du pays. Souffrez, chers collègues, que ni mon groupe ni moi-même ne soutenions cette entreprise d'ensevelissement des communes que l'on redécouvrira peut-être un jour comme les villas de Pompéi, dans le meilleur des cas. Merci.